Yamal, Lamine Yamal, qui nous a fait un match, une demi-finale aller de Ligue des Champions face à l'Inter, démentiel, où il marque un but fabuleux. La barre qu'il met derrière, c'est incroyable. Il a 17 ans. Il a 17 ans et sa campagne en Ligue des Champions peut nous rappeler celle d'un autre gamin qui avait 17 ans aussi, qui s'appelait Kylian Mbappé, à Monaco. On a essayé de s'amuser et de se demander, est-ce que Lamine Yamal, aujourd'hui, c'était plus fort, moins fort ou aussi fort que Mbappé au même âge? C'est une bonne question. C'est difficile parce que si on prend... Moi, j'ai pas envie de m'arrêter aux chiffres parce que déjà, il ne joue pas exactement au même poste et pas dans le même championnat, pas dans le même club à l'époque. Ce qui est fascinant avec Yamal, c'est qu'il bat tous les records de précocité. Et pas seulement vis-à-vis de Mbappé, c'est même au Barça. C'est un type qui a joué son premier match à 15 ans et 9 mois. Ouais, ça, il a dit 15 ans et 9 mois. Imaginez, rappelez-vous où vous étiez quand vous aviez 15 ans ou 9 mois. Peut-être que même aujourd'hui, quelques personnes qui nous écoutent ont 15 ans et 9 mois. Et imaginez vous mettre sur un terrain. Il a battu des records de précocité en sélection, la première sélection, les buts. Donc il va plus vite que Mbappé au même âge. Ce qui change aussi pour moi, c'est le contexte. C'est-à-dire que Mbappé l'a fait dans un club, on va dire, à échelle un peu plus humaine. C'est Monaco. Souvenez-vous, on doit être à peu près en octobre, il a 16 ans. Et octobre de la saison où il va exploser, je crois que c'est octobre 2016, où son père parle à l'équipe, où il dit « mon fils, il joue pas, etc., ça va pas ». Moi, je me souviens à l'époque de me dire… T'étais énervé, je me souviens. Je me dis « c'est pas possible, c'est quoi encore ça, de mettre son fils… » Au fond, est-ce que tu lui rends service en faisant ça ? Ah oui, la preuve, là, il lui rendait service parce que le type était tellement au-dessus de la mêlée et on a vu ce qu'était le phénomène Mbappé. J'arrive pas à comparer les deux parce que déjà, il n'y a pas le même poste, mais ce que je trouve très, 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 très fort sur Yamal, c'est le contexte. C'est-à-dire que lui, il n'est pas dans un club normal. C'est-à-dire ce qu'il est en train de réussir, c'est dans un club qui est là. Finalement, à Monaco, pour moi, Mbappé, il y avait cette espèce d'insouciance. On ne leur demandait pas d'aller en demi-finale de la Ligue des Champions. Ni d'être champion de France. Même d'être champion de France, même si, c'est marrant, parce qu'on l'avait reçu à Eurosport juste après le titre, je crois qu'il était déjà champion de France, et on avait eu l'impression d'un gamin très mûr, très mature. Enfin, l'image qu'on a, c'était vraiment l'image du joueur qui n'a pas trop de doute. Ce que j'aime bien avec Yamal, c'est qu'il réussit ça dans un club où là, il y a vraiment une pression de résultat. C'est un club aussi qui sort de périodes qui n'étaient pas faciles. Et il porte sur les épaules tout ce poids, comme il a porté sur les épaules le poids de l'Espagne, dont il est devenu champion d'Europe. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'impressionne, c'est de réussir à faire ça dans ce contexte-là. Et là, pour moi, la différence, elle est là. C'est-à-dire qu'on voit aussi qu'il est plutôt… J'ai revu récemment une petite discussion avec Thierry Henry sur le plateau, où Henry lui dit « je vais venir te voir lors du Classico, est-ce que tu pourras enfiler ton maillot ?» Et la réponse en face, c'est de dire « bah oui, mais moi j'aimerais… si tu me donnes le tien. Et enfin, ça paraît tout bête, mais il ne dit pas juste oui, c'est-à-dire qu'il montre aussi une forme de respect et de maturité par rapport à un ancien, parce qu'évidemment, il sait qu'il a joué au Barça, il connaît aussi d'Arsenal, donc c'est vrai que c'est assez fascinant. Et là, tu parles du match de mardi. Enfin, voilà, c'est fantastique à cet âge-là. Si bien qu'on se demande, alors ça sera peut-être un sujet qu'on fera dans quelques mois, jusqu'où ça peut aller, jusque quand ça peut durer, parce que c'était son 100e match avec le Barça, il n'a pas 18 ans, c'est fascinant. Au niveau des stats, on est sur Yamal cette saison, 15 buts, 24 passes décisives en 49 matchs, et Mbappé, saison 2016-2017, c'était 28 buts, 13 passes décisives en 44 matchs. Donc Mbappé était un peu supérieur, mais effectivement, il jouait deuxième attaquant à Monaco, alors qu'Yamal joue ailier. Moi, sur l'explosion, en fait, Mbappé, ça m'a plus marqué. Oui. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que les deux sont champions d'Europe. Yamal gagne l'Euro, le vrai, et Mbappé, l'été d'avant, il gagne l'Euro U19. Donc Mbappé, au début de l'année, il joue contre Le Pontet, avec la réserve monégasque. Donc en fait, l'éclosion de Mbappé, elle est presque plus spectaculaire parce que tu le vois moins arriver. Alors qu'Yamal, effectivement, ça fait un certain temps qu'il est là. Mais je dirais que quasiment sur les 20 dernières années, c'est les deux seuls que j'arrive à comparer. Parce que c'est les deux seuls jeunes, on va dire, de mineurs. Oui, voilà. Les deux seuls jeunes mineurs, donc moins de 18, qui sont à ce niveau-là. On en a eu quand même toute une tripotée de mecs sur lesquels on s'est enflammé. Ansu Fati, Joao Félix, Renato Sanchez, Boyan, Anthony Martial. On a eu un paquet de jeunes comme ça, où Ousmane Dembélé aussi, où on s'est dit, voilà, c'est lui le prochain. Mais aucun n'a accompli autant de choses que Yamal et Mbappé. D'ailleurs, une stat qui est intéressante à ce niveau-là, parce que j'ai un peu bossé. Depuis Wayne Rooney, donc en 2004,
il n'y a que 2 joueurs qui ont été dans le top 10, 2 joueurs de moins de 19 ans qui ont été dans le top 10 du Ballon d'Or. Et ces 2 joueurs-là, c'est Mbappé et Yamal. C'est-à-dire que tous ceux dont on a parlé, je peux rajouter les Sancho, les Camavinga, les Pato, etc. Ces 2-là, ils sont quand même au-dessus sur ce qu'ils ont accompli. Mais sur le côté météorite, explosion, et qui m'en a mis le plus dans la tronche, Mbappé, il faut se souvenir des 8e, quart, demi de la Ligue des Champions, où il met 2 buts face à City, il élimine City. Derrière, Dortmund. Il met 3 buts face à Dortmund, il en met 2 là-bas, il élimine Dortmund. Et derrière, il en met encore un à Gigi Buffon en demi-finale. Bon, il ne va pas en finale avec Monaco, mais on ne sait pas si d'ailleurs le Barça ira en finale. Mais voilà, sur ce côté-là, je mettrais quand même Mbappé un tout petit peu devant, mais pas de beaucoup. Ousmane Dembélé qui est sorti blessé mardi à Arsenal. C'est le seul point noir, on va dire, de cette demi-finale aller, que le PSG a remporté 1-0. Le PSG qui est donc à 90 minutes d'une deuxième finale de Ligue des Champions. Mais ça se fera peut-être sans Ousmane Dembélé. Et j'ai envie de te demander, Martin, est-ce que pour toi, ce serait vraiment un immense coup dur de ne pas voir Ousmane Dembélé au coup d'envoi mercredi au Parc? Oui, c'est un immense coup dur. Alors pour être tout à fait précis, il y a Paris qui a publié un communiqué aujourd'hui qui parle d'un étirement musculaire des ischio-jambiers et qui dit que ça évolue plutôt favorablement. Mais bon, Luis Enrique a dit aussi qu'il ne jouerait pas du tout ce week-end contre Strasbourg. Donc il y a un vrai doute qui entoure la présence de Dembélé. Oui, ce serait catastrophique, ce serait vraiment un gros problème. Et je pense que si Paris, s'il y a un joueur qui est fondamental au Paris Saint-Germain, s'il faut en ressortir un de ce collectif, même si c'est avant tout un collectif, c'est Ousmane Dembélé et Donnarumma, qui sont pour moi les deux joueurs les plus importants du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et même en Ligue 1. Au-delà des statistiques, 33 buts, 12 passes décisives cette saison, c'est aussi un joueur qui est décisif sur les 4 derniers matchs de Ligue des Champions et c'est pour ça que c'est important. Et au-delà du fait qu'il marque, qu'il fasse des passes décisives, ça vous me direz, c'est d'évidence, effectivement, si tu n'as plus Dembélé, bah, tu as un mec, il te manque ton meilleur buteur. Ça, c'est une évidence. Mais surtout, regardez le match de Ousmane Dembélé contre Arsenal. Il met son but, derrière on ne le voit pas pendant tout le match, il n'a plus une occasion ou presque. Mais c'est le joueur le plus important, c'est celui qui donne le là sur le pressing, la sortie de balle. Si Arsenal n'arrivait pas à franchir le milieu de terrain pendant les 30 premières minutes de jeu, et c'est moi ce que j'ai trouvé le plus fondamental dans la victoire du PSG, c'est pas tellement la démonstration défensive, offensive, c'est ce pressing. Quand Arsenal essaye de relancer, qui, moi, me semble complètement démentiel, et c'est le gros point fort du PSG. Regardez comment court Ousmane Dembélé. Mais c'est absolument fou comme il a bloqué Raya, les défenseurs centraux, Saliba, comment il a permis avec d'autres, je pense à Kvara aussi qui a fait un travail énorme dans ce secteur-là, mais comment il a permis à Paris de récupérer un nombre de ballons dingue, comment ces décrochages aussi ont compté. Sur le but, il est à la finition, mais il est aussi, c'est lui qui propose la solution à Nuno Mendes. Est-ce qu'il y a un joueur avec un tel volume de jeu sur le banc du Paris Saint-Germain ? Bah, la réponse, c'est non, parce que quel que soit le remplaçant, que ce soit Ramos, qui est un jeu beaucoup plus restrictif quand même, et qui, de toute façon, si tu titularises Ramos, c'est dans une autre philosophie, ou que ce soit Barcola, qui a un peu la tête dans le sac en ce moment. Voilà, je pense que l'absence de Dembélé serait la plus préjudiciable dans le 11 du Paris Saint-Germain, et que ça redistribuerait une partie des cartes dans ce match face à Arsenal. Alors moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je suis ton raisonnement, tu as raison sur son importance et ce qu'il apporte. Et justement, en Ligue des Champions, c'est 8 buts, 3 passes décisives. Donc, c'est des stats énormes, des stats qu'on n'aurait jamais imaginé venant d'un joueur comme lui. Tu as parlé de son travail défensif. En effet, ce qui a fait aussi la différence mardi, c'est aussi le collectif et l'espèce de travail collectif qui a été fait par les Parisiens sur le ballon. Maintenant, j'ai l'impression que ce Paris Saint-Germain-là, enfin, c'est pas que j'ai l'impression, j'en suis à peu près sûr, c'est devenu une machine dont la somme des individus est moins forte que celle du collectif. C'est-à-dire que voilà, c'est exactement là où voulait aller Luis Enrique, c'est là où il a réussi. Je vous dirais pas que si le PSG se fait éliminer mardi, ce serait une saison réussie, mais quand même, il y aura quelque chose qui a été fondamental cette année. Ouais, quand même. C'est d'avoir réussi quand même quelque chose qu'il avait prévu depuis le jour A. Moi, je me souviens du premier jour avec ce PSG Lorient l'année dernière, où le PSG joue sans Kylian Mbappé, où tout de suite, on voit des choses, mais vraiment collectivement abouti. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un fil qui a été un peu distendu l'année dernière avec évidemment tous les épisodes avec Mbappé. Et finalement, ça y est, il a repris le fil. Et là, on se retrouve avec une équipe qui a un collectif qui est au-dessus de ce que peuvent faire ces individus. Donc moi, je ne serais pas tant inquiet que ça parce que
Quand je regarde dans l'importance, tu parlais des... Je serais plus embêté pour le coup si Donnarumma n'était pas là. Je serais très très embêté si Hakimi n'était pas là. Au milieu de terrain, si Vitinha n'était pas là. Donc voilà, je veux dire... Pour toi, c'est plus important que Dembélé. Enfin, ça serait plus préjudiciable. Oui, je pense vraiment que cette équipe peut se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions sur Dembélé. La liste des nommés a été donnée cette semaine. Alors les nommés dans toutes les catégories, etc. Et encore une fois... Il y a 2-3 bizarreries, 2-3 étrangetés. Ça t'a énervé, Maxime? Mais ça m'a énervé, mais finalement, en préparant ce sujet-là, je me suis dit que c'est pas si... Enfin, ça dit quelque chose du football, non pas tellement du football global en 2025, mais de la Ligue 1 en 2025. Toi, Martin, qu'est-ce que tu as pensé de cette sélection? Alors, on va pas faire tous les awards, mais on va parler des... Non, mais les meilleurs joueurs. Les meilleurs joueurs, peut-être les entraîneurs. Ouais, peut-être les meilleurs joueurs, les entraîneurs. Les meilleurs joueurs, je vais vous les dire vite. Dembélé, Cherki, Vitinha, Hakimi, Doué. Pour moi, il y a deux discussions là-dessus. On a l'impression que c'est le meilleur joueur de 2025. C'est-à-dire que Cherki, il met 3 buts, une passe décisive jusqu'au mois de janvier. Et Doué, c'est 1 but après la phase aller. Voilà. Donc c'est 13 en tout depuis, donc effectivement il s'est rattrapé. Mais est-ce que Doué et Cherki, par exemple, font une meilleure saison qu'un Greenwood, qui a marqué de la première à l'avant-dernière journée, on va dire, mais qui est donc plus régulier, ça s'étale plus dans le temps, mais c'est peut-être moins spectaculaire, car moins ramassé au moment où les joueurs ont voté, ou qu'un Emega. Emega, il a 14 buts, si je dis pas de bêtises. C'est pareil, alors c'est Strasbourg, c'est peut-être moins flashy, mais c'est un mec qui marque régulièrement, qui a eu quelques trous aussi. Mais disons que moi, ce qui me dérange avec Cherki, et encore plus avec Doué, c'est qu'on est sur la logique du moment, de l'instant où les mecs ont voté. Et bien sûr que ça a plus de poids, c'est comme le Ballon d'Or. On disait à une époque, il fallait être bon en octobre, en novembre, quand il y avait les votes pour le Ballon d'Or. Là, il fallait être bon, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont voté, mais sans doute mars-avril. Ouais. Effectivement, déjà, le vote est trop tôt. Voilà, trop tôt, mais effectivement, à ce moment-là, on ne parlait que de Cherki, que de Doué. Tout ça pour dire que ça échappera quand même pas à Dembélé et que s'il fallait donner un numéro 2, ce serait Hakimi. Mais voilà, c'est plus sur cette logique de l'instant du moment, alors que des mecs comme Greenwood, que des mecs comme Emega. Et si on sort des attaquants, et là je pense que je vais te laisser la main, un mec comme Rabiot. On peut mettre un mec comme Rabiot. Et il faut savoir aussi comment les votes sont faits. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de l'UNFP qui vient dans les vestiaires Ligue 1, qui file une tablette et les mecs votent. Bon, déjà, il faudrait regarder le nombre de votants, parce que c'est pas le total. Et surtout... est-ce que les mecs, à ton avis, ils épluchent les statistiques et ils se disent... c'est un peu au feeling. Je pense qu'ils votent aussi parfois par affinité. Et par goût, ils préfèrent les dribbleurs, ils préfèrent les... Et ils votent souvent pour le meilleur... En fait, ils confondent un peu le meilleur joueur, le plus talentueux, et l'importance de sa saison. Voilà. Et typiquement, tu parlais de Greenwood. Alors Greenwood, je ne sais pas si je l'aurais mis parce qu'il y a débat, même si je pense qu'on lui en demande beaucoup, alors qu'il fait quand même à peu près bien le job. Tu parlais de Rabiot, pourquoi pas? Mais à Lyon, pourquoi pas Tolisso? Ouais. Tolisso, alors qui a fait une énorme saison, pourquoi pas mettre Tolisso, un joueur comme ça? Mais Tolisso, évidemment, c'est moins spectaculaire que Cherki. Après, en fait, finalement, quand je regarde les 4 Parisiens, je me dis, bon, vu la tronche du championnat, finalement... Mais moi, j'en aurais peut-être mis 5, même des Parisiens. Peut-être Joao Neves à la place de Cherki. Et si ça se trouve, on n'est pas loin d'en avoir 5, on ne sait pas, ça se trouve, ça se joue à 2 voix, à 3 voix. Finalement, vu la saison, vu la domination du PSG, vu le néant derrière, peut-être que finalement, il fallait mettre 5 Parisiens. Voilà, ça ne rend pas hommage à d'autres. Tu parlais de Rabiot, tu parlais de Greenwood, on parlait de Tolisso. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un championnat un peu merdique. On n'a que ce qu'on mérite, et puis voilà. Au niveau des entraîneurs, moi, il y a Eric Roy. Fait une bonne saison avec Brest. Mais ils confondent le championnat et la Ligue des Champions. Voilà. Le problème d'Eric Roy, c'est que la Brest est 9e, si je ne dis pas de bêtises. L'an dernier, il joue la Ligue des Champions. Donc, tu as quand même un... sans doute que Brest surperforme encore par rapport à son budget et tout ça, mais Brest dégringole un petit peu au classement. On ne peut pas dire qu'ils fassent une mauvaise saison, mais ils ont quand même été concernés à un long moment pour la lutte pour le maintien, et non pas pour l'Europe. Donc, mettre Eric Roy... qui par ailleurs a fait une super campagne en Ligue des Champions, mais bon, ça n'a rien à voir, là on parle de la Ligue 1, plutôt par exemple qu'un Pélissier avec Auxerre, qui pour le coup ils sont 10e, tu les attendais pas là Auxerre, et eux surperforment logiquement par rapport à l'an dernier, ou même qu'un entraîneur du top 4, qu'un De Zerbi qui est pas là. Eric Roy, j'avoue que j'ai du mal à comprendre sa présence ici, même si encore une fois, là ça va être la même conclusion. Ça sera pour Luis Enrique et je ne vois pas comment ça pourrait lui échapper. Alors, il faut savoir que c'est l'UNECATF qui vote. Et ils ont souvent eu un vote qu'on qualifiera d'un peu conservateur. Voilà. Souvenez-vous, Galtier, Ancelotti, ça fait très longtemps. Vous vous rappellerez, vous rechercherez, vous verrez ce que s'était passé. Oui, je pense que Luis Enrique va gagner, mais
Comme tu le dis, oui, Eric Roy sur cette saison, bah non, il n'y a pas de raison. Mais je pense que voilà, ils votent, ils confondent. Mais c'est un peu triste, ces entraîneurs qui confondent aussi l'UNICATF entre la Ligue des Champions et le Championnat de France. En Championnat de France, Brest n'a pas surperformé. C'est pas grave de dire ça. Ils ont fait une saison, finalement, à l'échelle de Brest. Une bonne saison. C'est une bonne saison. Est-ce que ça mérite d'être dans les 5 ? Je ne suis pas sûr. De Zerbi n'est pas là. Ça ne me choque pas. Mais s'il y a Hutter, qui pour moi sous-performe plus que De Zerbi avec l'OM, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas De Zerbi. Voilà, c'est toujours des trucs un peu bizarres. Rosenior qui est là, heureusement, on sait que ce n'est pas des votes qui ont été toujours très, très favorables pour par l'UNICATF, parce que souvent, c'est des entraîneurs jeunes qui arrivent avec des nouvelles idées, qui ringardisent un peu la vieille garde française. Au moins, il est là, c'est très bien, mais là, oui, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Ce sera Luis Enrique et ce sera amplement mérité.